Eh bien maintenant, nous allons un peu continuer presque dans le même domaine, puisque nous allons accueillir une personne qui est formatrice en discipline positive, en la personne de Charlotte Rabouan, qui va venir sur cette scène. Elle anime régulièrement des ateliers destinés aux parents qui souhaitent retrouver une communication familiale efficace. Elle fait aussi des séminaires et bien sûr, elle s'adresse aussi à tous ces cavaliers en séjour aux écuries où elle est enseignante. Et la pédagogie bienveillante ou la communication bienveillante, c'est la communication positive, l'optimisme, tout ça c'est pareil? Tout ça, c'est pareil. En tout cas, tout ce qui tourne du positif, c'est toujours bon à prendre. Ce que j'ai bien aimé, c'est Marie qui nous rappelait qu'il fallait garder du cadre. Eh bien oui, en discipline positive, on va vous demander d'allier fermeté et bienveillance et de ne pas oublier cette fermeté, parce que sinon, on va tomber dans le monde des bisounours et on va être bien embêté. Alors oui, je m'appelle Charlotte Rabouan, j'ai fondé les écuries d'air pur. L'idée de ces écuries, comme leur nom l'indique, c'est d'offrir un moment de déconnexion pour tous nos cavaliers. On fonctionne beaucoup en séjour équestre, quasiment exclusivement. On a très peu de cours hebdomadaires. Et puis je me suis formée depuis maintenant 6 ans à la discipline positive. Et cette discipline positive, elle vous invite à prendre conscience de la relation que vous avez avec l'autre et d'instaurer une relation respectueuse avec ces mots de fermeté et bienveillance. Alors je m'attarde juste sur ces mots discipline positive. La discipline, ça peut faire peur et ça peut faire penser à cette sanction. Mais en réalité, le mot discipline, il s'appuie simplement sur le disciple, c'est suivre un enseignement. Donc rien à voir avec la sanction. C'est vraiment pouvoir passer un message. Et puis le positif, on va garder ce mot pour se dire que c'est sur tous les forces de l'individu et on va garder un focus, on va se concentrer sur ces forces-là. Donc c'est ça, ce mot positif. Alors vous voyez toute une série de bouquins, c'est pas moi qui les ai écrits, c'est Jen Nelson et Lynn Knott, ce sont 2 Américaines qui sont allées créer beaucoup d'outils, beaucoup d'activités, parce que depuis ce matin, on a beaucoup entendu de beaux concepts, des belles réalisations. Et ce que je vous propose maintenant, c'est de faire des choses avec vous, parce qu'on dit souvent que quand on enseigne, on se souvient. Quand on dit, on oublie. Mais quand on implique, on apprend. Alors c'est ce que je vous propose de faire ce matin, c'est de pratiquer avec moi. Je vais vous inviter à faire plein de petites choses, un par des petits groupes de 2, de 3, de 10. Et on va pratiquer ensemble pour s'approprier quelques outils et repartir avec des moyens concrets dans nos structures pour pouvoir faire avancer cette approche respectueuse de l'un, de vous, et puis de l'autre. Donc cette discipline positive, c'est des Américaines fantastiques et qui ont mis du pragmatisme, de la pratique dans tous ces travaux de recherche. Et ces travaux de recherche reposent sur un psychiatre qui s'appelle Adler, qui était dans le même cercle que Freud. Donc un très bel homme qui a beaucoup accueilli de familles. Il a observé énormément tout le fonctionnement des familles, des enfants, des parents, de cette relation. Et il en a tiré 5 fondements. Le premier fondement, c'est que l'humain, il a besoin d'appartenance et d'importance. L'appartenance, c'est ce qu'on vit aujourd'hui. Hier, on a été accueillis par la FFE et ils nous ont mis un badge autour du cou. Et ce badge-là fait qu'on appartient à un groupe. On est ce groupe de congressistes et on va partager 2 jours ensemble. C'est ça l'appartenance. C'est de monter dans une voiture avec 4 cavaliers pour aller en concours et on va déjà former ce petit groupe-là. C'est tous ceux qui vont se lever à 5 heures pour embarquer les chevaux dans leur camion. Ça, c'est l'appartenance. On va faire partie du groupe. Le besoin d'importance, c'est que chacun puisse jouer un rôle. Dans ce petit groupe, il va falloir se sentir important, parce que oui, c'est nous qui avons été responsables peut-être d'emmener les tapis de concours, peut-être que d'autres ont été responsables de prendre le panier de brosse et de le mettre au centre de l'aire de pansage pour que tout le monde en dispose, et ainsi de suite. On va les impliquer. Plus on se sent important, plus on appartient. Plus on appartient, plus on se sent important. C'est un beau cercle vertueux et qu'on peut facilement mettre en place. Ensuite, Adler, il nous dit que tout être humain mérite respect et dignité. Et ça va nous servir de garder en tête respect et dignité, de pouvoir maîtriser nos propos, de pouvoir maîtriser nos réponses et notre langage. Est-ce que la réponse et la solution que je propose, elle est digne, elle respecte bien l'être humain, moi-même et l'autre? Notre fondement, c'est que l'être humain est un être global. Il y a des psychiatres et des psychologues qui ont séparé tout ce qui se passe dans notre tête et le corps. Et Adler, lui, va nous inviter à allier tête, corps
et même ce qui se passe à l'intérieur, c'est-à-dire toutes nos émotions et nos ressentis. Il va nous demander de prendre ça en global et il ne peut pas distinguer l'un de l'autre. Et puis, évidemment, la clé du succès en discipline positive, c'est l'encouragement. Alors, je l'ai entendu tout à l'heure, c'est de savoir valoriser, c'est de savoir appuyer sur les points forts et puis de dire à l'autre qu'il est capable. Donc voilà ces 5 fondements un peu théoriques que ce psychiatre a laissés. C'était donc à la fin du 19e siècle. Et puis ces Américaines, Jane Nelson, Lynn Lott, ont ressorti des principes très pratiques. Et on va garder 3 mots-clés de la discipline positive. La fermeté, donc le respect du cadre, le respect des règles, le respect des consignes et surtout le respect de soi-même. Ça, c'est important. Et souvent, quand on est dans une relation avec des enfants, on va respecter le monde de l'adulte. Et puis, la bienveillance, ça va être le respect de l'autre, créer cette connexion, créer ce lien et le respect du monde de l'enfant. Et Adler va nous dire que cette fermeté et cette bienveillance, c'est comme la respiration. Il y a l'inspiration, il y a l'expiration, mais elles fonctionnent ensemble. Il va nous inviter à trouver un équilibre pour que cette bienveillance et cette fermeté fonctionnent ensemble et qu'on puisse créer une relation comme ça respectueuse. Et puis évidemment, ce levier de changement qui va vraiment construire l'autre, c'est cet encouragement. On va voir comment le mettre en place, comment dire que l'autre est capable, parce que encourager, c'est insuffler du courage, c'est donner de la force, et se dire « je suis capable et j'ai une influence sur le monde qui m'entoure ». Alors, je parle un peu, mais je vous ai dit, ce matin, ça va être très interactif. Et on va faire des choses ensemble, parce qu'on a beau parler, ça reste des mots, et tout le monde sait aujourd'hui qu'il y a beaucoup de mots, mais qu'on ne les retient pas beaucoup. Par contre, dès qu'on est dans le faire, on va pouvoir faire des choses, on va pouvoir ressentir, et on va pouvoir apprendre et emmener les outils avec nous. Alors si je suis devant vous ce matin, c'est aussi parce que je suis enseignante, c'est aussi parce que je rencontre beaucoup de publics, des enfants, des ados, j'organise des séminaires avec des dirigeants d'entreprise. Il y a un public très différent qui passe par chez moi, j'enseigne aussi avec les tout petits bébés cavaliers à partir d'1 an, j'ai la gestion des parents. Et ce qui me motive aussi, c'est de se dire, on a beaucoup de pratiquants, très divers, on l'a vu avec Marie, on a un public qui est très très large. Et si on s'intéresse peut-être à ce public d'enfants dans un premier temps, si on leur apporte des clés pour grandir de manière harmonieuse, et bien plus tard, on aura peut-être des cavaliers sportifs, clubs, amateurs qui seront respectueux et qui seront responsables dans leur pratique. On aura peut-être des parents qui seront sur le bord du manège et de la carrière et qui nous permettront d'enseigner de manière plus bienveillante. Et puis évidemment, on aura des enseignants d'équitation compétents qui savent créer cette relation, qui savent avoir de l'écoute active et puis reproduire des choses. Voilà pourquoi je suis avec vous ce matin. Alors maintenant, on va s'assurer qu'on va pouvoir pratiquer tous ensemble. Est-ce que tout le monde me voit bien? Est-ce qu'on va faire plein de choses? Je vais vous demander de vous libérer vos 2 mains, de poser vos notes, voilà, vos petits carnets, vos téléphones ou ce que vous aviez, parce qu'on va pouvoir disposer de ces 2 mains. Je vais vous demander juste de suivre ce que je suis en train de faire et de le faire avec moi. Et de suivre les quelques consignes que je vais faire. Alors d'abord, vous allez pouvoir prendre votre main droite, et avec votre main droite, vous allez faire le cercle le plus parfait avec votre pouce et votre index. Même si on est gaucher, Axel, merci, c'est ça? Non, j'allais dire même Serge. Avec ce cercle, vous allez pouvoir monter votre main, la descendre, peut-être la poser au-dessus de votre tête, voilà. Et on va la poser sur votre menton. Alors, qu'est-ce qui se passe? J'en vois qui rit et qui sourit. Qu'est-ce qui s'est passé? Certaines ne le posent pas au même endroit. Comment? De la même manière. La dame, elle est un peu bizarre, elle est montée sur la scène et elle ne connaît pas son schéma corporel, c'est ça? Certains se disent, elle a limité. Qu'est-ce qui s'est passé, tout simplement? Comment? Ça nous a fait rire. On s'est posé la question de savoir si les photos allaient aller sur Facebook. Aïe. Ah oui, ça, je n'avais pas prévu. Qu'est-ce qui s'est passé? Soit on a écouté, soit on a vu. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. On parlait de mimétisme. Mais savez-vous pourquoi vous avez été, ça a entraîné une certaine confusion comme ça?
Parce que l'image, ce que vous voyez, était différent de la consigne que je vous ai donnée par les mots. La puissance du corps est énorme, on l'a vu tout à l'heure, qu'est-ce qu'on apprend par mimétisme, qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau? Tout simplement, on a des neurones miroirs. Ces neurones miroirs, ils nous servent à apprendre, le bébé va apprendre par mimétisme parce qu'il ne peut pas faire beaucoup autrement dans un premier temps. Mais en fait, ça sert toute notre vie. Si je me mets à bâiller, vous allez avoir tendance à bâiller, c'est ça ces neurones miroirs, ça nous permet de calquer des choses. Alors emmenez cet outil et servez-vous-en en disant je peux être modèle, ça ne veut pas dire être parfait, mais je peux être modèle et surtout être cohérent dans mon propos. Si je dis à un enfant, ah, c'est très bien, tu tiens bien tes rênes, et que je suis en train de lui réajuster, de repositionner sa main sur la rêne, ben non, il ne tient pas très bien ses rênes. Et notre discours est confus parce qu'on lui dit qu'il fait bien alors qu'on est en train de le corriger. Pour lui, c'est difficile d'aller capter l'info. C'est un tout petit outil qui est très puissant. Faites ce que je vous dis de faire, ces neurones miroirs, ils vous suivent toute la vie. Alors on continue un tout petit peu dans l'interactivité. Je vais vous demander encore une fois de vous libérer. Je vais aller chercher mes petites fiches parce que j'ai des petites consignes à vous indiquer. Je vais avoir 2 séries de consignes que je vais vous demander juste de faire. Et à la suite de ces 2 séries, on pourra juste échanger sur ce que vous avez ressenti et sur ce que vous avez mis en place. Est-ce que c'est bon pour vous? Encore une fois, j'ai besoin que vous puissiez vous libérer de vos 2 mains, peut-être vous mettre debout, donc sentez-vous à l'aise, on va bouger ce matin. Voilà, c'est l'idée de cette discipline positive, c'est qu'elle est toujours dans le pratique, elle est toujours... Donc pour l'instant on est assis, mais faites ce que vous voulez, en tout cas vous aurez besoin certainement de vous mettre debout. C'est parti pour vous. Petite série de consignes, vous avez vu, il y a 10 consignes hyper courtes, l'idée c'est de pouvoir juste enchaîner ces consignes et puis de débriefer ensuite les 2 séries. Ne vous asseyez pas. Ne mettez pas les mains le long de votre corps. Ne fermez pas la bouche. Ne bougez pas vos mains. Ne me regardez pas. Ne restez pas immobile. Ne vous levez pas. C'était la première série. Maintenant, je vais vous emmener dans une 2e série de consignes. Levez-vous. Levez les bras. Ouvrez la bouche. Bougez vos mains. Regardez quelqu'un d'autre que moi. Bougez. Asseyez-vous. Alors, je vois déjà plein de sourires parce que déjà, on a bougé et ça fait du bien. Mais alors, qu'est-ce que vous avez à me dire sur ces 2 séries de phrases ? Alors, il y en a une qui est plus simple quand il n'y a pas de négation. D'autres choses. Avec le micro. On va essayer d'avoir le micro pour ouais. que tout le monde puisse partager. Loïc, t'as dit quelque chose, Loïc. Le micro est juste derrière. Voilà, et on passe à madame juste derrière. Oui, je disais que le cerveau n'enregistre pas la négation. Oui, bien sûr. Bien, il y a une grosse différence quand on nous demande de faire quelque chose ou quand on nous interdit de faire quelque chose. Oui. Moi, j'étais dans la confusion. J'ai dû beaucoup plus réfléchir à comment je devais me positionner par rapport à la 2e phase. Bien sûr. La première série, c'était n'importe quoi, parce que c'était contradictoire, et la 2e était plus cohérente. Il y a eu de la cohérence dans cette 2e série. La négation ne dit pas ce qu'il faut faire. Ça interdit juste un geste, mais ça ne dit pas ce qu'il faut faire. Exactement. Dans la 2e possibilité, on a un sentiment de confort et surtout de rapidité d'exécution. Donc oui, on a cette rapidité. On va atteindre notre destinataire bien plus efficacement quand on enlève cette négation. Donc si vous pouvez dire à vos cavaliers, passe loin du poney, passe sous son encolure, parce que ne passe pas derrière le poney, il ne sait toujours pas où il a le droit de passer. Est-ce qu'il peut passer sous son ventre? Est-ce qu'il peut passer devant son nez? Est-ce qu'il peut passer à 3 mètres derrière? Est-ce qu'il n'en a aucune idée? Souvent, on leur dit, la plus grosse expression aussi, c'est « ne cours pas ». Ah ben, qu'est-ce que je fais? Je marche. Ça sera encore plus facile si vraiment vous utilisez le mot « marche ». C'est des petits mécanismes de langage, mais vous pouvez atteindre votre destinataire et votre cavalier de manière bien plus efficace. Et ça repose sur vous, sur une toute petite phrase courte.
Mais effectivement, notre cerveau n'entend pas la négation. En tout cas, il va d'abord prendre l'action, et l'action, elle est dans le verbe, et ensuite, il va ajouter cette négation. Donc ce mécanisme entraîne une exigence de temps, et évidemment, on va perdre du temps, et puis, comme on le disait, la consigne n'est plus très claire, parce qu'on sait ce qu'on n'a pas le droit de faire, mais il y a tout un champ de possibilités, et peut-être il y a des choses encore qui pourraient être interdites, ou en tout cas moins raisonnables. Donc invitez vos cavaliers à faire ce qui vous semble bon pour eux, respectueux du cheval et du poney, pour que ça aille plus loin. On s'amuse juste avec sur cette négation. Je vous invite à fermer les yeux quelques instants et à écouter 3 phrases, tout simplement. Ne tape pas ton ami. Ne mets pas ton livre par terre. Ne cours pas dans les écuries. Ne pense pas à un éléphant rose. Alors vous pouvez ouvrir les yeux et je voudrais demander juste ce que vous avez vu. Un éléphant rose. Quelqu'un qui court dans l'écurie. C'est tout simple. Faites-le avec vos proches, petit exercice, et prenez conscience de la puissance de la négation et qui entraîne cette énorme confusion auprès de tous ceux qui vous entourent. Donc oui, soyez peut-être plus directif dans un premier temps, parce que cette consigne, elle va être directe, mais elle va être simple, claire et productive pour ceux qui vous entourent. Alors maintenant, je vous ai fait participer un par un, tout ça, et maintenant j'aurais besoin d'une dizaine de personnes. Vous avez vu, je ne vous mange pas. Je vais avoir besoin d'une dizaine de personnes qui vont former un cercle ici, et qui vont juste, vous pouvez y aller tranquillement le temps que je vous explique. Barbara est déjà partie. 10. 10, allez, c'est parti. 1, 2, 3. Impliquez-vous, vous allez Super. apprendre une dizaine de personnes. À droite, ça bouge pas beaucoup, là. Hein. C'est Serge. 5. Allez, c'est bon, on a les 10. Même 11, d'ailleurs. 11, ça va? Alors, on va juste former un cercle. Vous puissiez... J'ai des petits objets, des petits mots. Vous pouvez en prendre 2, 3 par personne, en fonction de ce que... Voilà, former un cercle parce que vous allez pouvoir vous passer ces objets, d'accord? Donc, vous ne soyez pas trop loin les uns des autres, c'est juste ça. Alors, c'est tout simple. Est-ce que tout le monde a trouvé des objets? On va parler de la famille droite. Alors, vous qui êtes spectateurs, qui être sur les chaises, vous n'allez pas être spectateur, vous allez être observateur. Donc, je vais vous demander, vraiment avec vos yeux, de voir ce qui s'est passé. Vous pouvez, prenez-en que 2, voilà, 2 à 3 par personne, ça suffit amplement. Merci, Déborah. Je vais vous demander vraiment d'observer ce qui se passe, parce qu'on va aussi s'enrichir de cet échange et de comprendre ce que ces sympathiques participants vont vivre. Donc vous avez des objets dans les mains, il n'y a rien d'extraordinaire. Je vais vous lire un texte, c'est sur la famille droite. Et à chaque fois qu'on entendra le mot droite, je vais vous demander de passer un objet à votre voisin de droite. Et quand on entendra le mot gauche, vous passerez cet objet à votre voisin de gauche. Est-ce que c'est clair ? Ah oui, alors je n'ai pas pomme et fraise, mais on va s'en sortir quand même. Droite et gauche. C'est le moment de sortir du cercle si on ne sait plus sa droite et sa gauche. Non. On est parti dans la famille droite. C'est parti. Alors un jour, la famille droite décida de partir en vacances. La première chose à décider était de savoir qui resterait à la maison, car il n'y avait pas assez de place pour tous dans la voiture de la famille droite. Monsieur Droite décida que tante Jeanne Droite, qui se tenait à sa gauche, serait celle qui resterait à la maison. Bien sûr, cela rendit tante Jeanne Droite si furieuse qu'elle hurla « Même si je ne me tiens pas très droite, j'avais vraiment envie de venir. » Les parents droites installèrent alors les enfants dans la voiture. Arthur Droite, Hélène Droite, Jean Droite et Camille Droite et s'engagèrent dans la première rue à gauche. Dès que le premier virage à gauche fut amorcé, ils se rendirent compte que leurs voisins de droite, monsieur et madame Gauche, avaient laissé une poubelle sur la droite de la route. Donc, ils durent tourner à gauche pour revenir sur leur chemin et arrêter la voiture. Monsieur Droite l'évita de justesse en roulant à gauche quelques instants. Jean Droite dut sortir de la voiture par la porte de droite pour ramasser le sac et le mettre sur la gauche.
Une fois qu'ils furent à nouveau sur la route, Madame Droite se demanda si elle n'avait pas laissé le radiateur allumé, celui de la chambre du haut sur le palier à gauche. Le père Droite lui dit de ne pas s'inquiéter, ayant vérifié lui-même le radiateur dans cette chambre à gauche de la bibliothèque. Quand ils arrivèrent à la station-service, Monsieur Droite mit de l'essence dans la voiture et se rendit compte qu'il avait oublié son portefeuille dans la poche gauche de son pantalon. À droite du lit, le pantalon. Alors Arthur Droite courut à la maison pour récupérer le portefeuille. Après le départ d'Arthur Droite, Hélène Droite, qui se tenait sur le siège arrière à droite, commença à être malade. La voiture étant arrêtée sur la droite, elle descendit et quitta la voiture, ce qui inquiéta Madame Droite, qui sortit très vite, elle aussi, par la porte de droite. Le père Droite, lui, resta dans la voiture, sur le siège avant gauche, et Jean sur le siège arrière gauche. Enfin, Monsieur Droite décida que ce n'était pas le bon moment pour partir en vacances. Il demanda à toute sa famille, debout sur le bas-côté droit de la route, de remonter en voiture et démarra, tourna à gauche, puis à droite, et prit le chemin du retour. C'est fini. Alors d'abord, on peut les applaudir très fort parce que c'est un beau jeu. Merci. Vous allez rester en place et je vais m'intéresser tout d'abord aux participants. À chaud, qu'est-ce qui vous vient en tête? On n'a rien compris l'histoire. 2. On trouve quelques clés. On triche. Pardon? Certaines fois, on abandonne. La concentration, ça ne tient plus. Ça s'accumule et c'est difficile. Autre chose? Trop d'informations. Dans la salle, qu'est-ce que vous avez observé ou qu'est-ce que vous avez... Oui? Certains ont des graves problèmes de motricité. Aïe, aïe, aïe. Et ils sont enseignants d'équitation. Déjà, j'ai rien dit. Mais il y a Pomme et Frèves qui peuvent les sauver. Donc ça, c'est bon. Qu'est-ce que vous avez observé d'autre? Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que ça crée? Et c'est saturé et c'était compliqué. Donc 3 rythmes. Au début, on a envie de bien faire et on fait, ou on balbutie un petit peu. Après, on arrive, on fait, et puis finalement, on est dépassé. Certains ont même abandonné. Alors peut-être un laps de temps et on reprit, mais il y avait besoin d'une pause. Autre chose que vous vouliez partager? On rit beaucoup pour dédramatiser son échec. On rit beaucoup pour sortir comme ça de cette asphyxie. Donc, est-ce que la consigne était simple? Que ce soit pour vous, à la salle, ouais. C'était simple. Est-ce que vous vous sentiez capable de faire cet exercice avant de commencer? Est-ce qu'à la fin de cet exercice, vous vous sentez compétent? Est-ce que vous avez été valorisé pour vous sentir compétent? Non, valorisé, non. Est-ce que vous vous sentez compétent de passer un objet à gauche et à droite? Ça marche. Alors, merci beaucoup. On va pouvoir réunir les petits objets. On va les applaudir à nouveau parce que c'est toujours sympa de pouvoir participer. Ceux qui sont frustrés, qui sont restés sur les chaises, vous inquiétez pas, vous allez pouvoir jouer avec moi tout à l'heure. Pour quelques-uns d'entre vous. Alors, qu'est-ce qu'on apprend de cette activité? D'abord, pour qu'on s'amuse un tout petit peu, est-ce que vous savez pourquoi la tante Jeanne, droite, elle n'est pas partie en famille, avec la famille? Vous savez pourquoi elle n'est pas partie? Pardon? Elle se tenait trop droite. Il n'y avait pas assez de place dans la voiture. Est-ce que vous savez combien d'enfants a cette famille droite?
4, bien. Qui a déplacé la poubelle? Parce qu'il y a une histoire de poubelle. Allez, come on, les observateurs, là. Qui a déplacé cette poubelle? Eh ben, c'est Jean. Désolé. Qu'est-ce que Madame Droite a oublié à la maison? C'est bien, il y a des belles oreilles. Ça y est, ça y est. Est-ce qu'Hélène Droite, pourquoi Hélène Droite quitte-t-elle le siège de la voiture? Je l'ai entendu, parce qu'elle est malade. Et qui est rentré à la maison pour aller chercher le portefeuille de Monsieur Droite? Arthur. Et à la fin de l'histoire, est-ce que vous savez où était Jean? Sur quel siège? À l'arrière-gauche, c'est beau, comme quoi on a de l'écoute qui s'est développée. Voilà, c'est très difficile d'aller rentrer là-dessus, dans ce sujet, d'aller comprendre ce qui s'est passé dans cette histoire. Qu'est-ce qui s'est passé chez nous, dans notre cerveau? Eh bien, tout s'est accumulé. On a ici créé une situation de stress ludique, mais une situation de stress. Parce qu'on, dans une consigne qui était très simple, avec cette accumulation, cette vitesse et cet enchaînement, on a créé du stress, on l'a vu, il y a une stratégie d'abandon. J'arrête de faire, je me sens plus capable, je me mets en pause et je vais peut-être refaire, ou peut-être pas, et me sentir totalement découragée. On a d'autres qui prennent des stratégies de « j'en garde beaucoup, comme ça j'en ai toujours à donner, mais tant pis, je fais peut-être pas tout, mais j'en fais un peu ». Certains ont ri pour cacher ce sentiment d'incompétence et d'incapacité. Cette situation de stress et d'accumulation, on la vit tous les jours. Alors ça peut être en compétition, évidemment, avant l'entrée sur un parcours, et de se dire « waouh, il y a 12 obstacles, je ne sais plus du tout dans quel ordre ils vont », et ça monte. Il y a aussi des situations de stress parce que j'arrive au poney club et que je sais que toutes les semaines, je change de poney. Et là, je vais tomber sur le poney que j'aime pas du tout. Donc j'arrive la boule au ventre et j'ai une grosse situation de stress, d'anxiété et de cet effet comme ça négatif d'accumulation. Et puis nous autres, adultes, on vit aussi des situations comme ça où tout s'accumule parce qu'on a une journée difficile au boulot, parce qu'on prend sa voiture et qu'il y a à peine de l'essence pour rentrer, parce qu'on est dans les bouchons, parce qu'on ne peut pas se garer devant chez soi, parce qu'en passant la porte de chez soi, on a des enfants et puis on voit que les chaussures sont partout, les cartables sont bien rangés, c'est un peu suspicieux, on se demande s'ils ont été ouverts et que les devoirs ont été faits. La table du goûter, bon ben voilà, on a bien vu, ils ont bien mangé, ça c'est sûr, on voit bien. Et ainsi de suite, et ça va faire déborder notre vase, qui était déjà rempli de choses très difficiles. Et on va voir ce qui se passe dans notre cerveau à ce moment-là. Je vais vous faire une démonstration que vous pourrez retrouver sur YouTube. C'est une démonstration d'un psychologue qui s'appelle Daniel Siegel et qui vous propose une démonstration du cerveau dans la paume de la main. Alors d'avance, je vais être obligée de quitter mon micro parce que j'ai besoin de mes deux mains. Je vais prendre mon anti-sèche parce que je ne suis pas une spécialiste du cerveau et au cas où, je voudrais vous indiquer les bons mots quand même. Et puis on va voir ensemble ce qui se passe dans notre cerveau. Alors ce qui se passe dans notre cerveau, si vous avez envie de le faire avec moi, vous pouvez. Et si vous voulez retrouver des choses de cette vidéo, vous pouvez la retrouver aussi sur YouTube sans problème. Daniel Siegel nous propose de voir le cerveau dans notre main. Alors ici, au niveau du poignet, c'est le tronc cérébral. Et dans ce tronc cérébral... Dans ce tronc cérébral se cachent toutes nos fonctions de vie. Donc on a besoin d'un cœur qui bat, on a besoin de respirer. Tout ça, ça se trouve ici, dans ce tronc cérébral. Ensuite, il nous invite à replier notre pouce. Mais dans ce pouce qui est à l'intérieur, c'est ce cerveau reptilien. Et dans le cerveau reptilien siègent nos émotions, la tristesse, la joie, l'anxiété, la peur, l'excitation, et ainsi de suite. Toutes nos émotions, et aussi toute notre stratégie, nos stratégies de survie. L'attaque, la fuite, l'immobilité. Il nous invite après à refermer nos doigts pour former tout le cerveau, et toute cette partie-là, c'est le cortex. Et on va s'intéresser particulièrement à nos ongles qui sont à l'avant. Et sur ces ongles, on va avoir toutes les parties de gestion, de prise de décision, simplement cette mise en action. Et quand on le voit physiquement, ces phalanges-là, ces ongles qui sont à l'avant et qui représentent ce cerveau qui nous permet de prendre des décisions, de gérer, il est en contact direct avec ce cerveau reptilien où sont nos émotions.
Ce cerveau-là, c'est le cortex préfrontal. Comme son nom l'indique, il est derrière notre front. Ce cortex préfrontal nous permet de gérer nos émotions. Qu'est-ce qui se passe quand on a accumulé, quand on a listé tout ce que je vous ai dit précédemment, qu'on était en retard, que les devoirs ne sont pas faits, que les enfants, il y a un peu de chaos à la maison, ou que la journée était compliquée, et bien ça explose. Et ce que nous dit Daniel Siegel, c'est que ça explose, et c'est comme la cocotte minute, on a le couvercle qui saute. Quand le couvercle saute, notre capacité à gérer ces émotions et à prendre des décisions n'est plus active. Et qu'est-ce qui est à vif? Toutes nos émotions. Et qu'est-ce qui nous reste? Ce sont des émotions qui sont ingérables et des stratégies de survie, donc de l'attaque, de l'immobilité ou de la fuite. Est-ce qu'on va être capable à ce moment-là de parler de manière respectueuse et bienveillante avec l'autre? Pas trop. Parce que c'est compliqué, on est débordé par cette émotion de colère, de tristesse, ça peut être une forte excitation aussi. Dans cette situation de stress, c'est plutôt de la peur ou de l'anxiété. Donc on est débordé et on ne va pas être capable de parler de manière respectueuse aux autres. Et souvent, comme on a des neurones miroirs, qu'est-ce qui va se passer autour de nous? Il va se passer ça. Et là, on peut créer un peu de dégâts. Et en tout cas, c'est sûr qu'on ne va pas être capable de se parler de manière respectueuse l'un l'autre, de respecter notre cadre d'adulte, notre fermeté d'adulte, nos envies d'adulte et ses envies d'enfant, ou simplement d'adulte en face. On va être à vif et très compliqué de gérer ses émotions. Alors, ce que nous propose la discipline positive, c'est un temps de pause, d'effectuer un temps de pause qui va nous permettre de nous reconnecter avec ces émotions. Et vous nous proposez un temps de pause pour nous reconnecter avec ces émotions, pouvoir rabaisser ses doigts et pouvoir remettre en contact cette capacité à prendre des décisions, à gérer avec toutes ces émotions qui sont là en nous. Alors ce temps de pause, il est tout simple, et ce qui est important, merci. Ce qui est important pour ce temps de pause, c'est de lister des choses qui vous font du bien. Et ça, il faut le faire quand vous allez bien, pas quand vous êtes comme ça. C'est comme ça, on n'est pas capable de se faire du bien. On est plutôt capable de s'enterrer, merci, de s'enterrer dans nos émotions. Alors, listez des choses qui vous font du bien. Ça peut être de boire un thé, ça peut être de prendre une douche, ça peut être un exercice de respiration. Et puis, aïe, aujourd'hui, si je veux aller caresser un cheval parce que ça me fait du bien, si je veux prendre une douche ou si je veux boire un thé, ici sur scène, moi, je ne peux pas. Alors, qu'est-ce que je peux faire si ça ne va pas? Si je me sens débordée, peut-être que je vais pouvoir respirer, avoir un exercice facile que je peux utiliser en toutes circonstances. Peut-être que je peux fermer les yeux quelques secondes et que ça va me permettre de me recentrer. Peut-être. À chacun de trouver votre potion magique. Prenez un temps quand vous allez bien et listez 10 choses qui vous font du bien, que vous allez pouvoir utiliser dans votre quotidien et en situation plus difficile, vous n'aurez pas tout à portée de main. Et pour des cavaliers, ça peut être de compter à rebours, à partir de 20. Ça peut être de faire un tour de manège, de descendre de son poney et de le faire à pied, avec l'animal ou non. Ça leur permet de reprendre conscience avec leur propre corps et d'être à nouveau dans l'action et de baisser, de se reconnecter. Déplier le nom de son poney à l'envers, de faire des exercices de respiration, de faire un câlin à son poney pendant 20 secondes. Et j'insiste sur les 20 secondes, j'ai découvert récemment que les câlins en moyenne, ça fait 7 secondes. 7 secondes, c'est sympa, mais ça ne sert à rien, parce que si vous en faites un gros câlin pendant 20 secondes, à l'intérieur de votre corps, ça déclenche de l'ocytocine et ça remet de la connexion avec vos émotions, ça vous recharge. Donc prenez 20 secondes de câlin. 20 secondes, c'est rien dans une journée et croyez-moi, ça recharge énormément. Alors on va prendre des chronos. Je ne suis pas sûre qu'il y ait 20 secondes. Allez, 20 secondes, on compte tous. 20 secondes pour se recharger, c'est rien du tout dans une journée et c'est énorme ce que vous allez pouvoir passer, et pour vous et pour l'autre. Merci beaucoup de cette illustration, on peut les applaudir bien fort quand même. Amusez-vous, voilà, moi-même j'en suis pas capable. Et 20 secondes, ça me demande beaucoup d'efforts. J'ai pas été dans une famille où on était si tactile que ça. Mon mari l'est beaucoup plus et on s'est amusé. Et je lui dis, ouais, mais tu fais pas les 20 secondes. Hein. Oui, mais quand même, voilà, d'une manière ou d'une autre, on s'amuse beaucoup depuis qu'on a découvert ça. Et oui, c'est très régénérateur. Et 20 secondes dans une journée, c'est rien. Et c'est beaucoup, mais c'est rien.
Donc on en était à comment essayer de se reconnecter, comment prendre un temps de pause, voilà, fermer les yeux. Nous, aux écuries, on utilise énormément la musique. Dans toutes mes séances, on fait des temps de pause parce qu'on ne peut pas enchaîner beaucoup d'activités, peu importe l'âge des cavaliers. Et c'est soit à 5 minutes de liberté, soit une musique douce, et ils sont à l'arrêt ou au pas avec leur poney. Et voilà, ils font un gros câlin. En tout cas, ça régénère, et après, c'est reparti. Chez les tout petits, ils ferment les yeux pendant plusieurs minutes, mais quand je dis plusieurs, c'est 5, 6, 7 minutes, les yeux fermés au pas sur leur poney. Et derrière, ils ont une énergie incroyable. Donc prenez le temps, voilà, de vous reconnecter pour pouvoir gérer vos émotions et offrez ce beau cadeau aux autres, parce qu'effectivement, c'est savoir reconnecter avec ses émotions, ça nous permet de dépasser ces situations de stress. Mais le conseil du jour, c'est de faire cette liste quand vous allez bien, et posez-vous comme ça en demandant qu'est-ce qui pourra m'aider dans un moment où je suis en difficulté. Alors on va pouvoir avancer un tout petit peu sur l'estime de soi. On l'a vu que c'était important de valoriser les cavaliers et de savoir détecter leurs points forts. J'ai demandé, j'ai besoin de 3 personnes à nouveau qui vont pouvoir venir sur scène avec moi, et je vais leur lire des phrases. Comme tout à l'heure, on a lu des consignes pour pouvoir bouger son bras ou son corps et ainsi de suite. On va juste écouter des phrases. Donc j'ai besoin de 3 personnes qui n'ont pas participé encore. Oui, hein, voilà. des nouveaux. Pas de frein, pas de frein. 3 personnes, t'es avec moi, super. 1, 2, il m'en manque une 3e. Sophie. Un 3e. Alors, vous allez pouvoir monter, ou on se met devant. L'idée, c'est que tout le monde puisse ça. Ça vous va d'être devant? Oui. Alors, où sont mes petites phrases? Je vais les trouver. Et je vais peut-être quitter aussi mon micro parce que j'ai besoin de distribuer des phrases. Alors, l'idée, c'est que je vais pouvoir lire des phrases. Bien sûr, vous n'allez pas pouvoir retenir l'ensemble des phrases, et ce n'est pas le but de l'opération. L'idée, c'est de s'attacher à ce que ça provoque en vous, ce que vous allez ressentir à l'écoute de ces phrases. Peut-être que vous en retiendrez une ou 2, mais ce n'est pas l'objectif de les apprendre par cœur et de me dire « Ah mince, qu'est-ce qu'elle avait dit ?» Centrez-vous sur ce qui se passe à l'intérieur, sur vraiment le ressenti qu'il y a à l'intérieur de vous. J'expliquais que j'allais être dans le tutoiement parce que je suis un adulte et qu'elles sont des enfants, et que je vais m'adresser en les tutoyant. Ça va être chaud, mais on va le faire. Tu l'as fait exactement comme je t'avais demandé de le faire. Bravo. Je te fais confiance pour apprendre de tes erreurs. Tu es vraiment intelligente. Regarde le chemin que tu as parcouru. Tu me fais vraiment plaisir. Tu l'as fait de ton mieux, et c'est ça le plus important. Bravo. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? J'aime ce que tu as fait. Tu as trouvé la solution toute seule. Bravo. Tu l'as fait mieux que personne. Je t'aime quoi qu'il arrive et quoi que tu fasses. Excellent travail. Tu dois être fier de toi. J'aime la façon dont tu m'écoutes. Dans cette situation, je fais confiance à ton jugement. Je suis si fière de toi. Alors d'abord, merci, toutes les 3 d'être là. Et je vais m'intéresser d'abord à toi. Qu'est-ce qui s'est passé? Je pense que je suis le cancre de cette reprise. Non, j'ai beaucoup écouté ce que vous avez raconté pour m'auto-évaluer et me dire qu'est-ce que je ne fais pas bien, ou j'aimerais bien aussi avoir ces compliments. A priori, qu'est-ce que j'ai fait de mal et pourquoi je n'ai pas d'intérêt à vos yeux? Qu'est-ce que vous avez, par rapport à son rôle, oui. qu'est-ce que vous avez ressenti, vous, dans la salle? De la compassion? Pardon? Elle a été exclue, de l'exclusion?
De l'injustice. C'est horrible, d'accord. Donc, toutes mes excuses. J'ai toujours besoin. Alors, on rigole, et comme on l'a dit tout à l'heure, on rigole de stress, on rigole de plein de choses pour cacher des choses, mais c'est très difficile de tenir ce rôle-là. Donc, voilà, toutes mes excuses d'abord. Mais on l'a tous dans tous nos groupes. Un enfant, un adulte auquel on ne s'adresse pas. C'est difficile d'avoir un encouragement pour chacun, d'avoir une phrase pour chacun, mais ça fait terriblement mal, parce qu'on se pose des questions, on se dit mais pourquoi il m'a pas adressé la parole, qu'est-ce que j'ai pu faire, hein, qui je suis, où je vais, oh la vache, aujourd'hui j'ai dû vraiment être mauvais, et finalement c'était peut-être la meilleure de la reprise, on n'avait rien à lui dire parce qu'on s'est occupé des autres, mais ça fait mal, très mal, et ça fait mal à moi aussi, hein. Aujourd'hui c'est très difficile pour moi, la situation là juste où je vis. Ensuite, qu'est-ce que vous a fait cette série de phrases à l'une et à l'autre? Alors moi rapidement, j'ai un peu je me suis mise vraiment dans le contexte de la reprise et je me suis sentie vraiment jalouse en fait de celle du bout de l'agacement parce qu'elle avait que des compliments et moi à part sur la fin, je me suis fait descendre en fait. Alors c'est un ressenti et c'est toujours important d'accueillir le ressenti de l'autre. Mais vous en avez peut-être des différents et on va le partager ensemble. Est-ce que tu y a quelque chose d'autre que tu veux rajouter? Moi, je me suis sentie avec la petite chouchoute et honnêtement, c'est très malaisant aussi. La petite chouchoute et c'est pas facile. Ok. C'est plaisant d'avoir des compliments, mais trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Ça marche. Les autres dans la salle, hein, ceux qui ont observé, qu'est-ce que vous avez ressenti par rapport aux séries de phrases? Comment? La première, elle est morte. Dans quel sens elle est morte? Ça va devenir la tête de Turc. Alors moi, j'ai pas tout entendu non plus, mais merci Mathias. Et elle va être isolée complètement. Elle risque un isolement parce que voilà, les autres vont pouvoir la détester, peut-être la mettre de côté ou la porter. Les compliments de la jeune fille à gauche, la en série fait, jaune, c'est là, toujours par rapport à vous, par rapport au moniteur. C'est-à-dire, c'est par rapport à moi, je trouve que tu fais bien. Alors qu'à droite, en fait, c'était toujours des compliments, mais tu le fais pour toi. Et c'est marrant que vous l'ayez interprété comme pas des compliments, parce que c'était la même chose. Enfin, au final, c'était la même chose. C'était quand même, mais formulé. Alors, qu'est-ce qu'on avait comme différence? On a noté que, oui, dans la série jaune, il y a beaucoup de choses qui font référence à moi. Le référentiel, c'est l'enseignant, c'est l'adulte, en tout cas, c'est l'émetteur du message. Les phrases, en fait, il y avait du positif pur, donc sans que ça implique l'enseignant pour la jeune fille de droite, et du positif pur également pour la jeune fille de gauche. Vous pouvez utiliser les couleurs jaunes et vertes. Mais voilà, si vous il y voulez, avait effectivement, on voyait bien des fiches jaunes où on aurait aimé donner ce compliment-là, et des fiches vertes où on se disait, alors moi celui-là je le dis pas, c'est terrible pour la personne. C'est aussi un ressenti. D'autres choses sur ces deux séries? Il y a quelqu'un au fond, je crois. Après, je viens vers vous. Plus de l'affectif pour cette jeune fille-là. Jaune ? Ouais. Le reste est beaucoup plus lié à l'exécution, au travail, enfin, à la reprise elle-même, je pense. Et on est vraiment dans de l'affectif. Après, pour moi, il y a aussi le contexte, selon le cavalier, sur les fiches vertes. Peut-être que le cavalier, il avait besoin qu'on l'encourage de cette manière-là aussi. Est-ce qu'il y a autre chose par rapport à ces deux séries? Puis on va pouvoir rebondir, Déborah. Moi, ce qui me dérange, en tout cas dans l'analyse de tout le monde, c'est qu'on ne s'occupe pas de savoir de comment ils se positionnent, eux, par rapport à ce qu'ils ont à faire et ce qu'on va leur apporter ou pas. C'est-à-dire que toi, tu peux t'améliorer et c'est super parce que tu continues de travailler. Toi, tu réussis à faire l'exercice. Alors elle, ok, elle est isolée. Non, mais... Oui, c'est un rôle très à part. Mais par contre, les deux autres, moi, ça me pose un problème parce que on est quand même deux individus les uns face aux autres. Et ce qui compte, c'est quoi? C'est sa performance par rapport à soi-même. C'est pas seulement de s'occuper de tout, de la représentation du groupe, quoi. En tout cas, c'est Oui, bien sûr. Loïc, tu voulais... Au niveau des fiches vertes, au départ,
elle regardait, enfin, on avait l'impression qu'il y avait une vraie comparaison entre les deux. Et puis à la fin, les fiches vertes, elle était quand même fière parce que, enfin, c'est du moins ce que j'ai senti en plus dans ton Est-ce que je suis analyse. lésée ou pas? Et Ouais, finalement, au début bah, les appréciations très directes comme ça, oui, bah, c'est vrai, c'est la plus forte. Et puis en fait, au final, on pense qu'elle, elle se débrouillera mieux toute seule et les fiches jaunes, elle aura besoin, elle sera enfin, un peu, entre guillemets, télécommandée dans la prise de décision et de sensation. Alors, je rebondis sur ce que tu viens de dire, elle se débrouillera mieux toute seule. Si on va jusqu'à la fin de ce débrief d'activité, bah, les fiches jaunes, oui, vous l'avez identifié, c'est des compliments. Et les compliments, c'est quelqu'un qui va les émettre pour un destinataire. Et ce destinataire aura besoin et sera dépendant de l'émetteur du message. C'est-à-dire que vous allez créer une dépendance au compliment. Elle ne va jamais savoir si elle fait bien par elle-même, parce qu'elle va attendre son compliment. Alors oui, souligner les points qui sont bien faits, c'est important, mais là, toujours là, pouvoir l'impliquer et se dire qu'est-ce que toi, tu penses avoir bien validé ou qu'est-ce que tu penses pouvoir faire pour améliorer cet exercice? Moi, je vois que ça fonctionne. Qu'est-ce que tu vois, toi? Parce que sinon, vous créez une dépendance. Et après, les compliments, c'est un petit peu comme un bon chocolat ou un petit bonbon. Ça fait du bien de temps en temps, bien sûr, mais il n'en faut pas trop. Si on va chercher chez les fiches vertes, on est dans l'encouragement, et l'encouragement, on va déplacer ce référentiel. Au lieu qu'il soit auprès de l'émetteur et de l'enseignant, il va se déplacer à la personne. Je rebondis sur l'intervention qui est au fond où on disait il y a de l'affectif et on ne sait pas dans le faire. Voilà. La différence entre un compliment et un encouragement, c'est un peu comme ces mots en anglais, le good boy ou good girl et good job. Good girl, good boy, vous allez féliciter une personne, vous allez vraiment être sur la personne. Good job, vous allez être sur ce qu'il est en train de faire. Et valoriser les compétences, c'est toute l'utilité de ce galop-poney où on a listé des petites compétences, parce que c'est déjà tout ça qu'ils ont réussi à accomplir et pour faire grandir ces enfants. Et c'est valable chez les adultes aussi. Aller chercher ce dont ils sont capables, parce que ça va pouvoir s'accroître, et on va pouvoir les encourager et développer tout leur potentiel. Si vous voulez baratiner, qui ne sont pas capables de prendre la parole en public, qui ne sont pas capables de s'organiser, ils ne vont pas avoir envie d'y être, de développer ce potentiel-là. Donc la différence, compliment, encouragement. Compliment, c'est des petits bonbons. Attention à les distribuer avec parcimonie. Et tout cet encouragement, faites que l'élève soit acteur de ses apprentissages, qu'il puisse se valoriser, qu'il puisse trouver des points forts par lui-même et qu'il puisse se sentir capable d'avoir une influence sur ce qui l'entoure. J'ai une influence sur mon environnement parce que je fais des choses, parce que je décide, parce que je réfléchis, je prends une décision, j'adopte un comportement. Peut-être que je me suis trompée. Mais en discipline positive, on considère l'erreur comme une magnifique opportunité d'apprentissage. Plus on se trompe, plus on grandit, plus on apprend. Donc plantez-vous et vous pousserez beaucoup. Voilà, l'idée c'est d'utiliser cet encouragement comme levier de fonctionnement et constructif pour pouvoir développer son potentiel. Alors merci beaucoup encore une fois, des applaudissements pour les trois. Merci beaucoup d'avoir joué le jeu. Merci et encore désolé parce que... Et puis Axel m'a fait signe que j'avais 5 minutes, il doit m'en rester 2 et demi. Non, j'ai dit 10, il y a 3, donc il en reste 7. Oh, enfin c'est bon, j'ai encore 2 minutes, c'est à faire. Je vais vous demander à nouveau de laisser ce que vous aviez dans les mains et simplement, quand c'est bon pour vous, vous pouvez me regarder comme ça, je sais que vous êtes prêts. Et je vais juste vous demander de joindre vos mains et de croiser vos mains. Juste ça. Vous allez prendre conscience du pouce qui est sur le dessus. Vous allez croiser vos mains et prenez conscience du pouce qui est sur le dessus. Et tranquillement, vous allez inverser vos pouces. Et qu'est-ce que ça provoque en vous? De l'inconfort. Moi, j'ai déjà rechangé. Quoi d'autre? Du questionnement. Du questionnement, pourquoi c'est inconfort? Comment? C'est quel pouce? Je sais plus ce que j'avais fait au début, tout ça. Quoi d'autre? J'ai pas. Un temps d'adaptation, merci, un temps d'adaptation.
C'est pas très logique là ce qu'on est en train de faire et du coup ça rend aussi la situation inconfortable parce que ça répond pas à un mécanisme classique. Pourquoi celui-ci est direct et pas l'autre? Ça oblige à intellectualiser. Qu'est-ce que ça vous donne envie de faire? De le remettre. Est-ce que c'est facile juste d'inverser ses pouces? C'est facile. Alors prenez cette image pour le changement. C'est très facile. Oui, c'est un peu inconfortable, mais au final, c'est facile. Ça va vous pousser de votre zone de confort parce que vous allez certainement vous remettre en question sur la façon dont vous parlez à vos élèves, à vos pratiquants. Est-ce que j'utilise une négation, pas de négation? Oh zut, j'en ai dit une, qu'est-ce que je pourrais dire? C'est horrible, j'y arrive pas. Est-ce que ah là, je suis modèle? Est-ce que je me tiens bien droite? Est-ce que moi aussi, parce que je sais, j'ai des neurones miroirs, c'est horrible. Est-ce que ah là, j'ai dit que des compliments, c'est horrible, je sais qu'ils dépendent de moi, il ne faut pas qu'ils dépendent de moi. Voilà, ainsi de suite. Vous allez être acteur de votre changement et bien sûr que ça va rendre la situation inconfortable. Mais rappelez-vous que c'est facile. C'est des petites étapes et petite étape par petite étape, c'est facile. Si vous souhaitez aller plus loin sur la discipline positive, bien sûr, je diffuse plein de journées. En tout cas, merci beaucoup d'avoir participé, de tous vos retours, parce que c'est comme ça qu'on apprend. Et je suis là, évidemment, pour répondre. Moi, j'avais une question. En fait, je me suis dit qu'en changeant 3-4 mots, en adaptant, en fait, cette intervention aurait pu être pour des managers d'entreprise. Alors, je l'utilise pour tous. Voilà, j'ai l'impression que c'est une intervention sur le management. Ça fonctionne partout, cette discipline positive, tout simplement parce que ça repose sur ces travaux d'un psychiatre Adler qui s'est intéressé à la relation humaine. Donc ça fonctionne et c'est transposable pour tout le monde. Enfants, adultes, ados. Et je m'en sers pour tout chez moi, y compris mon mari. Moi j'avais une question, Charlotte. Ouais. Juste pourquoi est-ce qu'effectivement on a toujours tendance à utiliser ces phrases négatives qui sont beaucoup plus faciles, en tout cas intellectuellement? Je n'ai pas de réponse, si ce n'est que c'est des mécanismes de langage et qu'on a encore été modèle et qu'autour de nous, si beaucoup de personnes utilisent cette négation, on fonctionne. Moi, je l'ai vraiment banni, je l'utilise de moins en moins et c'est presque difficile de retrouver ces exemples parce que ça m'amuse. C'est un outil qui est très facile pour moi, mais ce n'est pas facile pour tout le monde. En discipline positive, on a énormément d'outils. Il faut s'approprier celui qu'on aime bien pour commencer parce que voilà, on est dans la facilité et ce changement, il doit être facile. Et puis ensuite, on va découvrir d'autres outils. Celui-ci, je l'adore, donc il fonctionne énormément. Et je m'amuse avec mes parents, notamment des bébés cavaliers, parce qu'ils sont dans l'apprentissage du langage. Et il y a encore peu de mots, donc si on peut être direct, c'est plus facile.